Alors, donc nous allons, oui, bonjour. Donc nous allons parler de notre intervention de psychiatre au CARUD. Alors, il se trouve qu'on est tous les deux praticiens hospitaliers à Charles-Pérens. Donc moi, je suis arrivée et à l'équipe mobile psychiatrie précarité. Moi, j'y suis arrivée en 2014 et j'ai repris la permanence au CUD qui était en place depuis 2012. En ce qui me concerne, je suis à l'ENPP depuis 2019, janvier 2019, à mi-temps sur l'ENPP. Et c'est dans le cadre de ce mi-temps-là que j'exerce au CARU de la Case, où j'exerçais déjà depuis novembre 2013, à l'époque où j'étais responsable du service du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, service de psychiatrie. Mon autre mi-temps étant sur un chez soi d'abord. Alors, les CARUD sont peu connus. D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe dans le programme parce qu'il y a 2 C et non 2 A. Parce que le CARUD, c'est le centre d'accueil et d'accompagnement et de réduction des risques pour les usagers de drogue. Donc, on va rappeler rapidement la législation qui a conduit à la création des CARUD. Oui, on vous fait un petit rappel historique, en fait. Jusqu'à la création des CARUD en 2006, ça commence dans les années 80 en fait dans un contexte de très forte épidémie du VIH/SIDA et les premières mesures de réduction de risque à l'usage des drogues interviennent à la fin des années 80 avec le décret de la ministre de la Santé de l'époque, Michel Barzac, qui permet la vente de seringues libres, donc sans ordonnance, en pharmacie. Par la suite, des programmes d'échange de seringues au départ clandestins vont voir le jour un peu partout en France. Et ce programme d'échange de seringues sera officialisé sur tout le territoire dès 1994. Un an après, les traitements de la dépendance aux opiacés ont l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché en France, donc la buprenorphine en 95 et la méthadone en 96. Et pour la buprenorphine, c'est un traitement qui sera prescrit par les généralistes avec la possibilité de primo-prescription par les généralistes, ce qui permettra aux patients addicts aux opiacés de se soigner beaucoup plus facilement. En 2004, la RDR est inscrite au Code de santé publique et les CARUD, donc, comme je disais tout à l'heure, sont créés en 2006. Parce que c'est le travail des militants et des associations sur le terrain et par la pratique qui a conduit à une modification des politiques de santé. Donc, la réduction des risques, c'est limiter les risques et les dommages liés à la consommation de drogue. Donc, l'information, la prévention et l'accompagnement. Mais l'objectif principal de la réduction des risques, c'est maintenir en vie l'usager. Donc, en prévenant les infections par l'utilisation de matériel d'injection, donc avec la mise à disposition des seringues en accès libre, mais aussi d'autres matériels, les roues de tapaille, pipe à crack, voilà. Les feuilles d'aluminium pour consommer en chassant le dragon, comme le disent les usagers lorsqu'ils veulent fumer leur héroïne, par exemple. Donc prévenir les intoxications aiguës, les overdoses, mais aussi les associations entre héroïne, benzodiazépine, alcool. C'est souvent là où c'est le plus à risque. Donc orienter vers les services de soins et de droit commun, prévenir et prendre en charge les troubles psychiatriques associés, améliorer l'état de santé physique, psychique et l'insertion sociale. Et c'est au moyen d'une équipe pluridisciplinaire et d'une prise en charge globale, avec l'idée d'utiliser des outils innovants et vraiment au plus près de la pratique, et en faisant participer les usagers. Dans les CARUD, le principe de base, à contrario des XAPA, est d'accompagner le patient vers une réduction des risques liés à son usage. Le but n'est pas de prendre en charge les addictions, hein, comme c'est le cas des XAPA. Je vais peut-être dire le XAPA, ce que c'est. Les XAPA sont les centres de soins d'accueil et d'accompagnement. Prévention d'addictologie. Donc, les missions des CARUD, c'est des structures médico-sociales, effectivement, ce n'est pas des structures de soins, ce n'est pas des structures sanitaires, où l'accueil inconditionnel est vraiment à la base. C'est un accueil dit de bas seuil et de première ligne. Alors, je vais faire aussi la promotion du colloque, puisque ça a été fait ce matin. Donc, les fédérations d'addiction font une journée sur l'accueil inconditionnel à l'Athénée municipal le mardi 25 juin. Donc c'est un accueil qui est gratuit, anonyme, donc qui respecte la consommation des usagers, mais la condition, c'est le respect des autres et de ne pas consommer à l'intérieur du centre.
Donc c'est un accueil qui est à la fois collectif mais aussi qui peut être individuel avec des informations, des conseils personnalisés, donc soutien à l'accès aux soins, que ce soit l'hygiène, les soins de première nécessité, l'orientation, le dépistage. Donc tout ça c'est ce qui est écrit dans le décret du 19 décembre 2015. Le soutien à l'accès au droit, au logement, à l'insertion et la réinsertion professionnelle, donc la mise à disposition, comme on a dit, de matériel de prévention des infections, les interventions de proximité à l'extérieur du centre pour établir le contact avec les usagers de drogue, mais aussi pour permettre l'insertion de ces structures dans le voisinage et dans le quartier, et participer au dispositif de veille, de recherche et de formation avec tout un tas d'enquêtes annuelles. Il y a l'enquête Oppidum pour ceux qui connaissent, il y en a d'autres. Donc, on ne peut pas parler de psychiatre et de Carude sans parler de Claude Olivenstein, qui est le premier psychiatre à s'être intéressé aux toxicomanes et qui a fondé la prise en charge des toxicomanes en France. Donc, pour la petite histoire, je vais faire vite. Il est né en 1933 en Allemagne. Il a émigré en 1937 avec sa famille pour échapper au nazisme. Il a fait des études de médecine en dilettante. Il n'y a que la psychiatrie qui l'a intéressé. Et c'est parce qu'il a fait un stage à Villejuif où le docteur Bornstein, qui était le psychiatre chef, faisait des études sur le LSD, donc il lui en a donné, il en a pris, il a ressenti la distorsion temporelle et spatiale avec les hallucinations, donc il s'y intéressait. Il a aussi vu deux patients qui avaient des troubles psychotiques avec hallucinatoires qui ont régressé assez vite et qui lui ont avoué après avoir pris du LSD. Donc il a commencé à recevoir en consultation des usagers de drogue. Après, quand il a été interne à Sainte-Anne, il a continué cette consultation, mais aussi il est allé faire une clinique de rue. Donc il allait dans les bars le soir, il allait dans les hôtels voir les consommateurs de drogue. Après, quand il est arrivé, quand il a eu son poste d'assistant à Villejuif, il a créé une unité de consultation et d'hospitalisation, de petite unité où il n'y avait que des toxicomanes hommes. Donc ça, c'était 67. Et puis à partir de 70, quand il y a eu vraiment une politique de prise en charge des toxicomanes et qu'on lui a demandé de créer un service, il a monté l'hôpital Marmottan. Au départ, c'était une consultation, ça a ouvert en juillet 71. Et ça a vraiment posé les bases, parce que pour lui, c'est important que les usagers de drogue sortent de la psychiatrie, même si certains avaient des troubles psychiatriques, mais les usagers de drogue ne se considéraient pas comme des patients psychiatriques, refusaient l'institution psychiatrique et n'allaient jamais dans les structures de soins psychiatriques, ou sous la contrainte, et ils reconsommaient dès qu'ils sortaient. Donc il y avait le principe de la gratuité, de l'anonymité, des allers-retours avec des prises en charge qui se faisaient sur plusieurs années. Quand il a ouvert, il y avait une secrétaire, une assistante sociale et lui, puis l'équipe s'est étoffée. Et puis il y a eu des passages de 30 usagers par jour jusqu'à 60, et un an après, il a ouvert l'unité d'hospitalisation et son service continue d'exister. Donc c'était vraiment le premier Carude, ça a préfiguré les Carudes. Et il y avait aussi l'accueillant, c'était un ancien consommateur. Donc il y avait déjà la pérédance bien avant. Et puis il a mis à disposition le matériel d'injection dès les années 84, plusieurs années avant la légalisation. Donc le centre Plante Rose, où j'interviens le lundi après-midi, donc qui est 16 rue Plante Rose. Donc ça dépend du CUD, Comité d'études et d'information sur les drogues. C'est une association bordelaise qui date de 72. Donc c'est un des plus gros Carudes de France. Au total, il y en a 140 recensés en 2015. Donc c'est un des plus importants au niveau de l'équipe. Donc il y a infirmiers, animateurs, éducateurs. Donc les prestations, il y a le café, il y a la collation, la douche, la laverie, donc le matériel, le dépistage avec les TROD, le fibroscan, parce qu'on est quand même axé sur le dépistage de l'hépatite C, avec une consultation aussi, j'ai oublié de le mettre, des pathologues, le docteur Fouché, donc les soins, les consultations somatiques avec le médecin généraliste, addictologue avec le docteur Ayé. Et avec moi, le lundi après-midi, il y a aussi des activités mobiles dans la rue, sur les milieux festifs, un bus pour programme d'échange de seringues, et aussi pour allier sur les lieux de prostitution. Donc la file active est 1200, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 30 passages en moyenne, avec des chiens qui restent dans le sas. Je vais vous montrer les photos.
Voilà, donc ça c'est la devanture. Et à l'intérieur, alors j'ai pris une photo pour un vernissage d'un infirmier là, du département d'addictologie qui avait fait un atelier photo. Et donc je trouvais que cette image était assez vivante parce qu'on voit les chiens, on voit les tags. Et d'ailleurs ce soir il y a une soirée sur le séjour de rupture en Afrique qui avait été fait l'année dernière au Sénégal. Alors la case, c'est la structure où j'interviens, le CARUD où j'interviens, qui dépendait au départ de Médecins du Monde, qui concerne tous les consommateurs de stupéfiants en dehors du cannabis, enfin pas de cannabis seul en tout cas. Donc le principe est un peu le même qu'au CUID, avec des douches, café, l'espace d'accueil, échange de matériel, les TROD, les fibroscans, dépistage, etc. Il y a le service CARUD, il y a aussi l'autre service très important à la case, un service d'appartement de coordination thérapeutique où les patients SDF sont pris en charge pour leurs maladies somatiques. Souvent, ils ont une comorbidité soit addictive, soit ils sont sortant de prison, puisque la case dispose de 5 ou 6, je ne sais plus, appartements de coordination thérapeutique juste pour les sortants de prison. En dehors de ces deux gros services, il y a le service POPI qui concerne les prostituées, qui a ouvert en début d'année. Et il y a d'autres missions, notamment la mission de réduction de risque en milieu carcéral, où les intervenants de la case distribuent du matériel de type roule ta paille aux usagers. Oui, enfin, le pôle compétence avait été discuté ce matin. Alors, présenté ce matin par je vous présente une photo de la structure qui se situe 36-38 rue Saint-James, juste en face de la Grosse Cloche. Donc l'équipe est composée d'une directrice qui est Véronique Latour, une chargée de projet, une secrétaire, et après il y a plusieurs éducateurs, des infirmiers, il y a un médecin généraliste, et moi j'interviens donc uniquement le jeudi après-midi entre 14h et 18h30. Voilà, là je vous ai mis des photos. Alors là, sur la photo de gauche, on peut voir une vue d'ensemble de l'accueil. Les usagers rentrent par la porte principale qui se situe au fond à droite. Ils sont, leurs initiales sont rentrées dans un ordinateur, puisque c'est anonyme. Souvent ils prennent un café, ils s'installent ou ils vont juste chercher du matériel et après ils repartent chez eux. Au fond, il y a plusieurs bureaux, des bureaux de consultation, des bureaux de soins également. Et à l'étage, salle de réunion et la salle pour la partie administrative. Là, sur la photo de droite, ce sont plusieurs usagers qui sont assis autour d'une table avec plusieurs magazines de réduction de risque, les cafés. On peut voir que les personnes qui viennent à la case sont assis sur des canapés, mais à côté des professionnels qui sont juste à l'accueil. Alors, les usagers dans les CARUD, donc, ce sont que des personnes qui sont en grande précarité, en exclusion, une majorité de SDF, comme on dit, les zonards avec les chiens. Donc, c'est une majorité d'hommes, 80%, il n'y a que 20% de femmes. Bon, la moyenne d'âge, c'est entre 24 et 35 ans, et ils ont tous un parcours abandonnique et traumatique, avec des séparations, des maltraitances, des abandons. Les ruptures familiales, sociales, scolaires, alors il y en a qui cumulent tous les facteurs, j'ai pas mis aussi les agressions sexuelles pour les femmes. Donc un certain nombre sont passés en institution, donc dans les foyers pour mineurs, mais aussi en psychiatrie, c'est ce qu'on retrouve dans l'enquête Samantha là, qui a été présentée ce matin. Ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il y en a 70% des SDF qui ont fait un passage en psychiatrie. Donc il y a une polyconsommation anarchique et impulsive des drogues pour ne pas penser. Ils sont non demandeurs, souvent dans l'immédiateté, tout et tout de suite. Et la comorbidité psychiatrique est aux alentours de 40 à 60%. Donc il y a la psychose, mais il y a aussi... Sur la personnalité, type borderline, beaucoup. On n'est pas d'accord sur le diagnostic. Moi je ne crois pas trop aux troubles borderline. Je pense que c'est des schizophrénies qui ne se révèlent pas, mais bon... On n'a pas une même position. Ah mais lui, il est pour les troubles de la personnalité. Ah bon? Oui, Christophe, il est pour les troubles de la personnalité. Il n'y a que moi qui...
Bon, et la majorité sont en arrêt de suivi ou de traitement quand ils ont une pathologie psychiatrique. C'était aussi noté dans l'enquête Samantha. Donc, le psychiatre en cas rude. Donc, dans les cas rudes, il n'y en a que 15% qui ont un psychiatre, c'est peu. Donc, le principe, c'est vraiment aller vers le public, puisque c'est des usagers qui ne rentreront jamais dans un CMP. Donc, ça permet aussi de déstigmatiser le psychiatre. Ils se rendent compte qu'on est normaux, qu'on n'est pas fous. Donc, ça désacralise aussi la position auprès des usagers, mais aussi auprès de l'équipe. Donc, on est présent à l'accueil, ils nous voient, on est disponible, on est proche, on sert le café, on répond aux questions. Donc, il y a des temps d'échange qui sont informels quand ils arrivent autour d'un café ou à l'accueil. Et après, ceux qui sollicitent des entretiens ou qui sont adressés par l'équipe, il y a un temps formel qui se passe dans un bureau à l'étage. Alors, au CUID, il y a un dossier papier. Du fait de l'activité MPP, moi, j'enregistre la consultation dans le dossier de Charles Pérez, mais je ne fais pas forcément d'observation. Je fais une observation que quand il y a déjà eu des passages en hospitalisation. Toi, c'est différent. Moi, je fais l'observation sur un logiciel qui s'appelle Globule, qui est partagé par toute l'équipe de la case. Mon activité sur le logiciel de Charles Pérez, il va falloir que je la rentre, mais je ne rentrerai que le nom et prénom des usagers et rien d'autre finalement. Concernant juste les entretiens, je ne sais pas comment ça se passe au CUD. En ce qui me concerne, c'est sans rendez-vous. Même si je leur dis parfois d'une semaine à l'autre de revenir me voir, ça se fait à chaque fois sans rendez-vous. Et quand j'arrive le jeudi à 14h, je ne sais jamais combien de personnes je vais avoir à rencontrer. Alors moi, c'est différent. C'est avec et sans rendez-vous. Je pose des rendez-vous, mais comme ils sont rarement respectés ou très peu, il n'y a que ceux qui ont vraiment un logement, puisque je vois certaines du XAPA en consultation l'après-midi, ils arrivent à tenir les rendez-vous, mais la majorité, je ne sais jamais s'ils vont venir ou pas. Et donc, forcément, quand ils sont là, je les vois sans rendez-vous. Je profite de l'occasion, parce que des fois, ils disparaissent pendant plusieurs mois. On peut les voir régulièrement pendant 2-3 mois, et après, ne pas les revoir d'un an. Donc, c'est souvent, au début, c'est l'équipe qui me les adressait. Les demandes, c'était le certificat d'AH, parce que ça permet de sortir du RMI quand ils ont des troubles psychiques, et d'accéder aussi à un logement. Et comme j'étais au début référente d'OIKEO, le dispositif avant un chez soi d'abord, c'était aussi un point d'accrochage pour une consultation. Et après, c'est quand ils souhaitent un traitement. Donc l'objectif, c'est de repérer, de prévenir les troubles psychiques, donc des entretiens de soutien. Par exemple, il y en a, ils me demandent parce qu'ils ont eu un deuil et qui vont mal. Des fois, je fais des entretiens ponctuels. Et puis, ils reviennent me demander un an après. Alors, ils ont oublié qu'ils étaient venus me voir, moi aussi. Et c'est en ressortant le dossier que je me rends compte que je les avais vus l'année d'avant. Donc, de l'évaluation. Par exemple, au CUD, des fois, ils me demandent de voir si la personne ne va pas décompenser pour le voyage en Afrique. Donc, ça m'est arrivé comme ça de faire des consultations ponctuelles. Donc, du suivi pour certains, de l'orientation, donc du traitement. Alors, quand je suis arrivée, j'ai fait la capacité d'addictologie. Donc, pour certains, je leur prescris le traitement substitutif. Toi, tu ne le fais pas? Alors, moi, je ne le fais pas. Je le faisais en détention. On a convenu avec la directrice de ne pas le faire pour ne pas emboliser la file active. La plupart du temps, les demandes, c'est les troubles gérer les troubles du sommeil, c'est des informations sur les traitements de substitution, mais à ce moment-là, je mets en relation avec les dispositifs qui existent déjà. Et c'est aussi la prise en charge de leur impulsivité que je gère en général, ou que j'essaie de gérer en tout cas avec des antipsychotiques, en évitant bien sûr les benzodiazépines qui sont source de dépendance, comme vous le savez. Et donc c'est le principe de ne pas intervenir, de ne pas imposer. Quand ils ne veulent pas de traitement, je les informe, mais voilà, on ne les contraint pas aux soins. Ils sont libres de venir ou de ne pas venir. Donc, en conclusion, ça nous a amené à des pratiques et des postures très différentes, l'un et l'autre. Donc effectivement, on a beaucoup plus de souplesse et de prise en compte de la composante addictologique dans les troubles psychiatriques. Pour ma part, c'est une intégration réussie au sein de l'équipe. Je participe aux réunions, à des formations. Les usagers maintenant m'ont bien repéré, ils savent que le lundi je suis là.
Donc il y a un lien qui s'instaure, même s'il est distendu, que je ne les vois pas de plusieurs mois, ils reviennent me voir. Donc ce qu'on avait dit ce matin, c'est que le plus important dans la prise en charge de la précarité, c'est vraiment réintroduire du lien, de la parole, par une écoute inconditionnelle, de réintroduire aussi de la continuité dans la discontinuité. Donc au niveau de notre activité, c'est stable, ça a même tendance à augmenter. Je vois en moyenne 4 usagers par après-midi. Et surtout, le point important, le fait qu'un psychiatre soit présent dans les CARUD, ça permet de prévenir les hospitalisations. S'il y en a, de les accompagner, de faire du relais, d'avoir vraiment une pratique en réseau entre l'hôpital, puisqu'on parlait des médecins qui avaient une activité hospitalière, mais aussi dans les associations. Là, c'est utile. Entre le CUID et aussi la case, parce qu'on a des usagers qui vont aux deux, ou des fois qui vont de l'un puis à l'autre, ou qui ne veulent plus aller à aucun des deux et qui nous retrouvent à l'EMPP. Donc c'est vraiment la pratique de réseau qui, à mon sens, est le plus important. Voilà, donc on vous remercie de votre attention. Merci. Donc à droite, c'est le psychiatre, hein. Moi c'est la caféine, toi je sais pas. C'est ce qu'il a besoin pour travailler. Non, et à gauche, c'est une vignette de Philippe Guélu que je trouvais très illustratrice sur... donc j'ai connu un drogué qui s'est mis à boire pour essayer d'oublier qu'il était toxicomane. Et effectivement, c'est passer d'un trouble de l'usage à un autre, ils n'en ont pas forcément conscience, surtout quand ils arrêtent l'héroïne. Donc ils diminuent leur consommation. Merci.